Bonsoir, bienvenue, bienvenue Sarah Briand. Je vais vous dire quelques mots et de la part de notre maire, André Santini, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui m'a chargé d'introduire cette soirée qui lance pour cette saison culturelle les entretiens d'ici. Je vous vois à nouveau très nombreux. Je pense que nous allons vivre à nouveau une très belle saison tous ensemble. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le plaisir d'ouvrir le nouveau cycle de conférences des entretiens d'ici, consacré cette saison encore à la vie personnelle des grandes personnalités des 19e et 20e siècles. Nous allons remonter le courant historique afin de mieux les connaître, de percer les secrets de leurs talents exceptionnels et trouver dans leur vie privée la source de leur succès public. Ainsi, nous convoquerons le souvenir du tigre, Georges Clemenceau, avec l'historienne Sylvie Brotiac le jeudi 11 octobre, puis d'Auguste Renoir le jeudi 8 novembre, et de Victor Hugo, dont Jean-François Kahn nous dira comment une vie privée vous transforme en homme public le jeudi 7 février. Ensuite, dès le début de l'année prochaine, je peux d'ores et déjà vous annoncer une série d'entretiens avec des architectes de prestige ayant travaillé ou s'apprêtant à le faire à Issy-les-Moulineaux. Ainsi, Daniel Libeskind, Françoise Reynaud, Christian de Porzenparc et Selma et Salva Mikou seront présents ici même pour évoquer avec vous la question des enjeux urbains, sociaux et environnementaux de la ville de demain. Pour commencer ce vaste programme, il me semblait important de rendre un hommage particulier à Simone Veil, dont l'espace santé à Issy-les-Moulineaux porte le nom depuis le printemps dernier. Cette femme, dont le combat politique a été déterminant pour des générations de femmes et la société française dans son ensemble, est désormais une icône dont vous allez nous parler, Sarah Briand, et qui refait surface depuis mardi soir, marquée par la mort de sa sœur de camp, Marceline Loridan-Evans. Vous êtes journaliste et lui avez consacré un livre, Simone Veil, éternelle rebelle, dans lequel vous retracez sa vie, marquée par le contexte tragique de la guerre, lors de laquelle elle perd ses parents et son frère. Survivante de cette tragédie, elle aura toute sa vie à cœur d'œuvrer en faveur de la mémoire de la Shoah et parallèlement s'attachera à la construction d'une identité commune en tant que présidente du Parlement européen jusqu'en 1982, puis en tant que députée européenne jusqu'en 1993. Elle est dotée d'une force de conviction inébranlable qui la hissera à des postes déterminants. C'est ainsi qu'en tant que ministre de la Santé jusqu'en 1979, elle se bat pour la libéralisation de la pilule et la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dépénalisant l'avortement. Cet engagement revêt un sens tout particulier au moment où la conscience collective peine à admettre la liberté de la femme à disposer de son corps. Quelques mois après son entrée au Panthéon, aux côtés de son mari, que pouvez-vous nous dévoiler de cet esprit déterminé et profondément humaniste ? Je vais vous laisser la parole, mais je voulais également accueillir à nos côtés Alain Lévy, mon cher collègue, qui va être avec nous et qui va nous accompagner cette soirée également. Je vous laisse la parole. Bonsoir, donc merci beaucoup. Donc voilà, je m'appelle Sarah Briand. Je voulais d'abord remercier la mairie d'Issy-les-Moulineaux et particulièrement monsieur le maire adjoint et madame aussi la maire adjoint déléguée à la culture et ainsi que toute l'équipe bien sûr de la mairie qui m'a invitée. Je suis très heureuse de venir vous parler de Simone Veil, très honorée aussi d'être la première à ouvrir ce cycle de conférences et puis vous remercier surtout tous d'être aussi nombreux. Voilà, donc j'espère que ce que je vais vous raconter de Simone Veil va vous intéresser. Vous connaissez sans doute déjà beaucoup de choses puisqu'on a beaucoup parlé d'elle évidemment depuis 1 an et demi au moment de son décès et puis lors de son entrée au Panthéon il y a quelques semaines. Je voudrais juste commencer en fait en rendant hommage à Marceline Loridan-Evans. Comme vous l'avez dit, c'était l'amie effectivement de cœur, l'amie des camps de Simone Veil avec qui elle a partagé les plus dures, les plus étranges blessures, on va dire, et puis
quelques moments de bonheur aussi bien sûr dans leur vie. Elles se sont connues en 1944 parce qu'elles étaient le 13 avril dans le même convoi, le convoi 71 qui est parti de Drancy et qui est arrivé à Auschwitz. Elles ne se sont pas croisées dans le train, mais elles se sont vues assez vite parce qu'elles partageaient en fait la même koya, c'est-à-dire la couchette qui est à Auschwitz. Elles étaient l'une en face de l'autre, elles avaient 16 ans toutes les deux. Et Marceline avait déjà à l'époque ses cheveux roux qui ont fait d'elle quelqu'un qu'on reconnaissait aisément jusqu'à la fin de sa vie. Elles ont donc partagé des moments très difficiles à Auschwitz, se cachant même quelquefois, me racontait Marceline, pour échapper après l'appel aux gardiennes redoutables des camps. Et puis elles se sont suivies, elles sont rentrées vivantes toutes les deux après le passage à Bergen-Belsen. Elles ont fait cette marche de la mort dont on parlera certainement. Et puis elles se sont retrouvées après, un peu plus tard, à Paris, par hasard, rue de Rome, dans le 17e arrondissement. Elles ne se sont plus quittées. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de la vie de Simone Veil, elles étaient ensemble, elles se voyaient très régulièrement, toutes les semaines, même à des moments où Simone Veil ne parlait plus beaucoup. Elle lui rendait visite, lui montrait des photos. Elles étaient en fait 3 jeunes filles à s'être reconnues comme ça à Auschwitz, dans le commando 108, parce qu'elles portaient des pierres, elles étaient chargées de transporter des pierres extrêmement difficiles. C'était un travail harassant pour construire cette rampe qui finalement envoyait toutes ces personnes condamnées directement aux chambres à gaz. Donc c'était terrible pour elles parce qu'elles construisaient finalement ce qui pouvait elles-mêmes les transporter vers la mort. Il y avait aussi donc comme 3e personne Ginette Kolinka, que vous connaissez peut-être, qui est toujours la maman de Richard Kolinka du groupe Téléphone des Insus et qui est toujours vivante, qui inlassablement, comme Simone Veil l'a fait, comme Marceline le faisait, elles vont dans les écoles, elles transmettent cette mémoire. Donc j'ai réalisé un documentaire, puisque je travaille avec Laurent Delahousse pour l'émission Un jour un destin, et pour le journal de 20h aussi. Et j'avais réalisé un documentaire qui s'appelait Simone Veil, l'instinct de vie, qui est passé très régulièrement, vous l'avez peut-être vu. Et dans ce documentaire, j'interviewais Marceline, donc je voulais vous proposer de regarder juste un court extrait de ce qu'elle racontait dans ce documentaire et qui résume un petit peu ce soir, je crois, ce qu'elle nous transmet et ce qu'on doit aussi perpétuer à notre tour. À quelques jours du 60e anniversaire de la libération des camps, un journaliste propose à Simone Veil de la ramener à Auschwitz, sur les traces de son passé. Je demande à Jean de demander à sa mère si elle serait d'accord pour retourner à Auschwitz avec moi, et bien sûr avec un photographe, pour faire un sujet sur elle à Auschwitz 60 ans après. Il me rappelle dans l'après-midi et il me dit Simone est d'accord. Elle accepte, mais à une seule condition, qu'elle puisse emmener avec elle ses enfants et ses petits-enfants. Maman a souhaité a proposé. Elle n'a absolument rien imposé. Que ceux qui voulaient venir viennent. Et après en avoir si peu parlé à sa famille, justement, elle ne pouvait pas éviter, in fine, de leur montrer quand même ce qu'elle avait vécu. Le 22 décembre 2004, Simone Veil est donc de retour à Auschwitz, entourée des siens. On est arrivé très tôt le matin, on est au mois de décembre, il fait très très froid. Le ciel est bleu, transparent, il n'y a pas un nuage, il y a de la glace partout, il y a de la neige partout, il y a un arbre. C'est un paysage lunaire. On est saisi par ce paysage de désolation. Et puis on traverse le camp avec maman, qui nous explique le camp des hommes, le camp des femmes, comment ça se passait, comment les gens se parlaient, où étaient les différents bâtiments, l'hôpital, les chambres à gaz, les fours. Maman nous y parle des odeurs, du ciel plombé par la fumée, enfin l'odeur des corps qui brûlent. Parfois, nous la questionnons, mais c'est elle qui nous explique naturellement pour nous faire revivre cette situation autant qu'on puisse la revivre. C'est un moment que j'oublierai jamais, même si on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé.
Simone Veil tient à leur montrer le baraquement dans lequel elle était avec sa mère et sa sœur. Pour la première fois de la journée, l'émotion la submerge devant ses petits-enfants. Ils sont très affectueux avec elle, ils sont autour d'elle, ils sont très protecteurs avec elle. C'est un souvenir terrible d'émotion, d'intimité et de solidarité familiale. Pour maman, c'est un moment particulier. Au fond, elle est très contente du fait que nous ayons répondu présent. Elle me dit, comme ça, maintenant, ils pourront me poser des questions. Elle a raison. Il faut le dire. Les autres oublient, ne savent pas, ne comprennent pas. Nous, on va bientôt tous disparaître. Alors qu'est-ce qui restera de ça? Nous ne sommes que les messagers. Nous sommes revenus. Voilà, donc voilà ce que disait Marceline il y a quelques mois et qui a témoigné dans ce documentaire. Donc c'était une façon aussi de lui rendre hommage, et ce qu'elle dit à la fin est très juste. Ceux qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Et c'est ce qui a guidé finalement un petit peu toute la vie de Simone Veil, c'est-à-dire que lorsqu'elle rentre des camps, lorsqu'elle rentre d'Auschwitz en 1945, eh bien, cette parole-là est compliquée à raconter. Je pense qu'on va un petit peu en parler, mais dans la France du général de Gaulle qui se reconstruit, la parole des déportés, finalement, est assez dure à entendre. Donc les Français ne sont pas dans cette logique-là d'écouter ce que les déportés ont à dire. Donc pour elle, c'est extrêmement difficile d'en parler. Et elle a rencontré quelques mois plus tôt en fait un jeune homme qui s'appelle Antoine, qui deviendra son mari et qui lui la pousse aussi à aller de l'avant. Donc il ne souhaite pas qu'elle en parle dans les réunions de famille. Très souvent il lui dit écoute, voilà, ça j'ai pas envie qu'on en parle. Et pour Simone Veil c'est très difficile. Elle a très mal vécu pendant de nombreuses années. Elle pouvait en parler à l'une de ses belles-sœurs qui a été déportée aussi. Elle avait du mal à en parler à une de ses sœurs qui était passée par un camp mais qui avait été qui était résistante. Et en fait il y avait vraiment cette séparation entre ceux qui avaient vécu la résistance et ceux qui revenaient des camps de concentration. Et Simone Veil se rendait bien compte que le général de Gaulle, par exemple, avait reçu sa sœur en héroïne parce qu'elle avait été résistante. Donc les résistants étaient finalement acclamés, reçus en héros. Et c'était très difficile pour elle au sein même de sa propre famille. Donc cette sœur dont elle était très proche, cette sœur Denise, jusqu'à la fin de sa vie, il y a eu quand même cette blessure, quelque chose qui était cassé finalement entre elles deux. Et c'est finalement qu'avec Marceline et avec Ginette, dont on parlait, qu'elle a pu garder ce jardin secret. Elles se retrouvaient très souvent à l'insu de leur mari, justement, à part Marceline, mais à l'insu de leur mari, pour discuter de tout ça. C'était leur jardin secret. Elles ne disaient pas où elles allaient, mais une fois par semaine, à peu près, elles se retrouvaient. Et c'était des moments où elles se comprenaient finalement sans se parler. En fait, vous parliez tout à l'heure de son enfance, on parlera de son enfance, mais elle entretient finalement un rapport assez paradoxal avec son passé, puisque elle a peut-être une parole un peu cadenassée, de par sa famille, de par l'arrivée, le retour pas si évident que ça, et puis peut-être l'histoire avec un grand H aussi, qui n'est pas évidente à... Exactement, et c'est vrai que là, lors de ce voyage qui date de 2004, on vient de l'entendre, c'est vraiment la première fois où elle décide de parler de ça dans la sphère intime. Parce que bien sûr, Simone Veil en a parlé tout au long de sa vie. Quand Valéry Giscard d'Estaing la nomme ministre de la Santé, eh bien c'est vrai qu'il la présente comme ancienne déportée, même lorsqu'elle devient présidente du Parlement européen. C'est un symbole aussi de réunification entre la France et l'Allemagne. Donc il le met en avant. Elle donnera des interviews. La première interview, c'est en 75-76. Elle donne une interview dans sa maison de famille en Normandie. C'est la première fois qu'elle évoque cela. Mais voilà, elle en parle quand même assez régulièrement sur les plateaux télé, mais dans la sphère intime, c'est quelque chose dont elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à le transmettre à ses enfants. On sent l'émotion de Jean Veil qui en parle, parce que voilà, c'était la première fois qu'elle les emmenait sur les traces de son passé. Elle voulait montrer surtout à ses petits-enfants, parce que bien souvent, c'est vrai que voilà, c'est la génération suivante qui est peut-être plus apte à entendre, ou en tout cas, les déportés avaient plus de facilité à parler à leurs petits-enfants plutôt qu'à leurs propres enfants. Et donc, elle les emmène sur les traces de son passé, elle veut leur montrer où sa mère a disparu aussi. Elle veut leur montrer, là c'est au camp de Bergen-Belsen, mais elle veut montrer là où elle était avec sa mère et sa sœur, là où elles ont vécu les pires tragédies de sa vie. Et c'est un voyage
effectivement extrêmement émouvant, dont se souviennent avec une grande émotion ses enfants aujourd'hui et ses petits-enfants, parce que là, ils ont pu lui poser toutes les questions, elle a raconté, elle a pu leur dire. Mais voilà, c'était la parole, comme vous le disiez, c'est un petit peu ouverte et c'est décadenassé. Mais l'une de ses petites filles, Valentine, que l'on ne voit pas dans cet extrait, me racontait que une fois, au lycée, en fait, elle devait faire un exposé sur la Shoah et elle s'est dit, bon ben voilà, ma grand-mère est quand même Simone Veil, donc je vais pouvoir lui poser toutes les questions. Et puis en fait, au dernier moment, elle s'est rendue compte que Simone Veil n'était pas du tout prête à lui parler et elle imposait, c'est vrai, une certaine distance. Elle avait une sorte de carapace, on le voit sur les photos, hein, vous connaissez tous les photos de Simone Veil, elle avait cette carapace qui imposait une certaine distance. Donc c'est pas quelqu'un à qui on tapait sur l'épaule, il n'y a que Chirac qui l'appelait Poussinette et qui pouvait la prendre par l'épaule, mais elle avait vraiment du mal, voilà, et ça s'explique aussi effectivement par la déportation, parce que cette promiscuité dont elle a souffert au camp, eh bien, elle l'a rejetée toute sa vie. J'ai une petite question à vous poser aussi, c'est concernant, quand on parle effectivement de la parole qui est cadenassée, quand on parle effectivement de l'attitude de son époux, Antoine Veil, qui disait « je ne veux pas en entendre parler », il y a aussi une anecdote qui, moi, m'a un petit peu choqué, c'est que très peu de temps après la guerre, elle est allée vivre en Allemagne. Et je trouve que pour un époux, Antoine Veil, imposer ça à son épouse, qui à l'époque... on ne parlait pas encore d'elle comme une rebelle. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit mot. Bien sûr. Oui, effectivement, dans les années 50, ce qui est incroyable, c'est que 5 ans après la guerre, elle est rentrée vivante des camps. Son mari est nommé au consulat de France en Allemagne, donc à Wiesbaden. Elle hésite beaucoup. C'est vrai que lui est nommé là-bas. En même temps, ça fait 5 ans qu'elle est... elle a fait des études. Quand elle est rentrée donc en France, il faut comprendre qu'elle... ça, on va l'expliquer aussi par la figure de sa mère, mais elle a cette mère qui a souffert en fait de ne pas travailler, de ne pas avoir été indépendante financièrement, qui était un petit peu dans l'ombre de son mari. Son mari n'a jamais voulu qu'elle travaille. Elle avait fait de brillantes études de chimie. Elle s'appelait Yvonne Jacob. Et Simone Jacob se rend bien compte que sa mère a souffert de cela. Donc son but dans la vie, quand elle rentre des camps, quand elle rentre vivante, elle repense à ce que sa mère lui a dit, sa mère qu'elle vient de perdre au camp de Bergen-Belsen, sa mère dont le corps a été emporté sans qu'elle puisse lui dire au revoir. C'est la plus grande tragédie de sa vie et ça va la guider jusqu'à la fin parce que c'était terrible. Elle travaillait aux cuisines pour pouvoir voler des épluchures et la nourrir parce que sa mère était très malade. Et un jour où elle rentre vers la couchette où elle était, son corps avait disparu. Donc c'est vrai que ça va la guider toute sa vie. Quand elle entre, elle retrouve son diplôme du bac qu'elle avait passé juste avant d'être arrêtée. Et elle s'inscrit en droit, elle s'inscrit à Sciences Po. Elle est l'une des rares jeunes filles à s'inscrire à Sciences Po à l'époque, ce qui est quand même assez rare. Et donc elle fait des études, elle travaille. Mais finalement, son mari qu'elle rencontre, Antoine, lui aussi finalement est promis à une brillante carrière parce qu'il il fait des études aussi de politique. Elle sait qu'à un moment donné, c'est lui finalement qui va travailler dans les coulisses de la politique, dans les arcanes du pouvoir. Il connaît Pompidou, il connaît Chirac. C'est lui qui la présente à tel point qu'à des moments, lors de dîners mondains, Antoine parle de politique avec Pompidou, etc. Simone s'approche et il lui dit « Attends Simone, là on parle politique, c'est pas pour toi ». Donc c'est vrai qu'elle est là dans son ombre et elle veut travailler avec lui, elle veut travailler pour lui. Il prépare l'ENA, elle lui fait des fiches, c'est elle qui découpe les articles du Monde, elle l'aide à travailler, voilà. Et donc elle se rend compte qu'il est nommé en Allemagne, c'est quelque chose d'important pour lui. Elle est mère de famille à cette époque-là. Finalement, elle a pas travaillé parce qu'il faut savoir que son mari Antoine reproduit un petit peu le schéma de son propre père à elle. Il ne veut pas qu'elle travaille. Donc elle décide de le suivre. Elle s'interroge sur cette question. Effectivement, beaucoup de ses amis m'ont raconté qu'elles lui ont dit « Mais enfin, 5 ans après la guerre, tu ne vas quand même pas retourner en Allemagne ». Et elle leur répond cette phrase « Je ne pardonnerai jamais aux nazis, mais je peux pardonner aux Allemands ». Et donc elle va vivre en Allemagne avec lui. Ça a été assez difficile, mais c'était aussi pour elle une façon peut-être de faire un pied de nez aussi à l'histoire et de se confronter aussi à sa propre histoire. Ça a été une période très belle pour elle parce qu'elle était mère de famille, elle a élevé ses enfants, elle a eu 1, 2 et puis 3 enfants, 3 garçons qu'elle a élevés en Allemagne. Mais il y a eu une terrible, j'en profite pour dire que voilà, ça a été quand même là aussi c'est forgé son destin, c'est qu'à sa sœur avec qui elle est rentrée vivante des camps, Milou, Madeleine, avec qui elle était très proche et avec qui elle avait partagé cette épreuve terrible de la déportation, et bien lorsque Milou vient la voir en Allemagne lors de vacances, elle va se tuer sur le chemin du retour. Et voilà, ça va être la deuxième blessure, on va dire, de la vie de Simone Veil, qui a fait que la période allemande a été très difficile pour elle. Et quand elle va rentrer, elle est toujours mère de famille avec ses enfants et son mari, mais très vite, elle va être nommée ministre de la Santé par un pur hasard, on va dire.
parce qu'elle a été repérée. Elle a été repérée par Pompidou, elle a été repérée par Chirac, et puis le journal Marie-Claire décide de faire un espèce de gouvernement fictif. Voilà. Nous sommes avant 74, donc en 72, 73. Le journal fait un gouvernement, le magazine fait un gouvernement fictif, et met Simone Veil, puisqu'elle travaillait, elle était entrée quand même par la petite porte, elle était magistrate, parce que je fais un petit peu vite, mais vous connaissez sans doute un petit peu l'histoire. Voilà, son mari ne voulait pas qu'elle travaille, elle voulait être avocate. Lui a refusé, mais c'était mal connaître Simone Veil, qui avait ce caractère rebelle que l'on connaît, et qui a dit qu'elle pouvait être magistrate, puisque le concours de magistrat était ouvert aux femmes depuis peu. Donc il a dit d'accord, en pensant que ça lui passerait. Et puis non, pas du tout, elle est devenue magistrate, elle a travaillé au ministère de la Justice, elle visitait les prisons, elle faisait des rapports justement sur l'état des prisons en France. Ça a été une période très, très intéressante pour elle, parce que c'est quelque chose qu'on connaît un peu moins d'elle. La loi de Veil porte son nom, mais ce qu'elle voulait qu'on retienne aussi, c'était son combat pour les prisons, pour que les femmes aient accès à la culture, justement, et puissent se réinsérer après être sorties de prison. Voilà, donc ça a été une période où elle était un petit peu dans l'ombre, femme au foyer, et puis finalement, son mari s'est vite rendu compte que, justement, quand Chirac lui propose d'entrer au gouvernement, eh bien, il a eu l'intelligence de se dire c'était sans doute son destin, et qu'il fallait s'effacer et la laisser passer devant. Je crois que vous racontez aussi une anecdote concernant lorsqu'elle visitait les prisons. Même pendant ses vacances, elle visitait les prisons et que son mari et ses enfants attendaient dans la voiture. Oui, ça c'est Jean Veil qui m'a raconté ça, exactement. C'était une période où, pendant 7 ans, elle est au ministère de la Justice, comme je le disais, elle visite toutes les prisons de France. Et c'est vrai que quand on sait ce qu'elle a vécu à Auschwitz, pour elle, c'est une sorte de croisade. Elle en fait vraiment une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'elle prend sa voiture, même l'été, alors qu'elle part en vacances, souvent en Espagne avec ses enfants et son mari. Eh bien, elle décide de s'arrêter au dernier moment, en fait, dans des prisons en France, notamment à Nîmes ou ailleurs, parce qu'elle se dit que chaque fois qu'elle veut visiter une prison, elle a remarqué que les directeurs souvent nettoyaient très bien la cellule qu'elle allait visiter pour montrer que les prisons en France, dans les années 70, étaient irréprochables. Et elle se dit qu'il faut qu'elle passe à l'improviste. Donc elle fait ça pendant ses vacances, à tel point que son mari, au bout d'un moment, part en vacances plus tôt. Il la laisse tout seul avec les enfants. C'est elle qui conduit au volant de sa voiture. Et les enfants racontaient, donc ils attendaient sur le parking en plein soleil parce qu'elle les oubliait complètement. Elle était tellement absorbée par son travail. Et donc ça, c'est une anecdote que raconte Jean Veil très très bien. Et voilà, et elle prend ça comme une croisade parce qu'effectivement, la promiscuité, les grillages, le manque de nourriture, le non-accès à la culture, c'est quelque chose qui lui parle, qu'elle a vécu à Auschwitz et qui l'insupporte finalement. Donc elle va en faire une affaire personnelle. Elle va même faire venir quelquefois des prisonniers chez elle. Donc Jean Veil me racontait qu'à l'âge de 10 ans, même quelquefois, il voit des prisonniers dans la maison et son père, Antoine, s'en offusque. Mais c'était une façon de les réintroduire dans la société, de les aider. Donc voilà, il y a des anecdotes assez drôles qui montrent aussi à quel point voilà, elle était très humaine et elle souhaitait... elle en faisait une affaire personnelle, en fait, voilà, qui résonnait avec son histoire. Et on parle aussi beaucoup d'elle aussi concernant, pendant la guerre d'Algérie, l'aide aux femmes qu'elle a pu donner, l'aide aux femmes prisonnières qui étaient effectivement algériennes. Exactement. Qu'elle a pu donner, enfin, je sais pas si Oui, tout à fait, c'était exactement ça. Elle s'est même rendue en Algérie et pour que les prisonnières algériennes purgent leur peine en France. On était à ce moment-là, effectivement, après la guerre, et elle souhaitait que les femmes puissent avoir des conditions décentes et surtout aient accès à la culture. Donc elle a fait énormément pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais dont elle était extrêmement fière et qui résonnait avec ce métier d'avocate qui, pour elle, évoquait les droits de l'homme, les droits des femmes. Et c'est toujours, évidemment, en hommage à sa mère, à la figure de sa mère qui l'a guidée toute sa vie. Le visage de sa mère, c'est quelque chose qu'elle a souhaité graver même sur son épée d'académicienne. Il y a énormément de symboles sur cette épée. Il y a la devise de la France, la devise de l'Europe, il y a les mains comme ça entrelacées, il y a son numéro de déporté, le 78 651, il y a les flammes d'Auschwitz, mais au milieu, au centre, il y a ce visage de femme qui représente finalement toutes les femmes, la loi pour l'avortement, pour la légalisation de l'avortement, mais surtout pour elle, c'était le visage de sa mère. Jean d'Ormesson, dans son discours, disait les mots suivants. « Il paraît, madame, que vous avez un caractère difficile. Difficile, je pense bien. On ne sort pas de la Shoah avec le sourire aux lèvres. Ce qui vous a sauvé du désespoir, c'est le courage, l'intelligence, la force de caractère et d'âme. Et c'est l'amour, il succède à la haine. » Elle était en effet empreinte d'une grande force qui lui a permis de mener tous ces combats. Et vous dites aussi qu'elle était colérique, susceptible de s'emporter à tout moment et que ses proches la disent soupe au lait et qu'elle n'aimait pas être contredite.
Oui, alors ça, cette expression soupe au lait, je l'ai notée, mais c'est Jean Veil qui me l'a soufflé, qui m'a dit effectivement, elle était soupe au lait. Parce que très souvent, même à table, alors elle aimait se confronter à la jeunesse, elle aimait recevoir les amis de ses enfants à table pour savoir un petit peu, c'est comme ça qu'elle prenait un peu le pouls de la société aussi, c'était pas, elle a cette apparence bourgeoise, mais elle était vraiment au fait de ce qui se passait dans la société, et très souvent à table, lorsqu'elle recevait les amis de ses enfants, elle souhaitait les voir pour débattre avec eux, sauf que quand il disait quelque chose avec quoi elle n'était vraiment pas d'accord, il lui est arrivé de lancer comme ça une carafe d'eau au visage de ses jeunes ou même de ses enfants. Jean Veil l'a raconté dans la cour des Invalides lorsqu'il a rendu hommage à sa mère au moment de son décès. Et ce caractère rebelle, en fait, c'est quelque chose qu'elle avait depuis toute petite. C'est pour ça que moi, j'ai emprunté l'expression éternelle rebelle à Jean d'Ormesson avec son accord pour intituler le livre ainsi. Et parce que ce caractère rebelle, elle l'avait depuis toute petite. Même à table, son père l'a placée à côté d'elle parce qu'elle avait toujours quelque chose à dire, elle s'opposait, elle était rebelle vraiment dans l'âme. Voilà, c'est quelque chose qu'elle avait en elle. Et c'est quelque chose qui a grandi au fil du temps parce que lorsque son père, par exemple, doit aller se déclarer juif à la préfecture dans les années 40, lorsqu'on demande à Nice à tous les juifs d'aller se déclarer à la préfecture, elle entend ce qui se dit et elle ne le souhaite pas. Elle se met en travers de l'appartement pour que son père n'y aille pas parce qu'elle sent que le danger va arriver alors que lui se dit que voilà, en bon français, il doit faire ce qu'on lui dit et il a confiance en la France. Donc ce caractère, elle va le garder et finalement c'est peut-être aussi ce qui va la sauver au camp. Parce que plus d'une fois, elle va s'opposer à des gardiennes du camp. Et c'est Marceline qui m'a raconté justement un épisode que vous avez sans doute entendu. Un jour, dans la queue, comme ça, à Auschwitz, il y a une gardienne qui s'appelait Stenia, qui était une prisonnière extrêmement redoutable. On disait qu'elle avait tué des enfants. C'était une prisonnière polonaise qui purgeait sa peine, en fait, dans le camp. Et un jour, cette femme, Stenia, lui demande de sortir du rang. Et Marceline était placée juste derrière elle. Mais sortir du rang à Auschwitz, c'est synonyme de chambre à gaz. Et elle lui dit cette phrase, elle lui dit « Tu es trop belle pour mourir ». Et elle lui propose en fait de changer de camp, d'aller dans un autre camp qui fait partie toujours d'Auschwitz, mais qui est le camp de Bobrek, qui est à 5 km et qui est un camp, effectivement, où il n'y a pas de chambre à gaz. C'est un camp de travail, mais voilà. Et Simone Veil, Simone Jacob à l'époque, s'y oppose directement, elle lui dit non, à une seule condition, que viennent avec moi ma mère et ma sœur. Et contre toute attente, en fait, la gardienne a accepté. On ne saura jamais pourquoi, alors qu'elle était redoutable et qu'elle ne supportait pas qu'on lui réponde. Donc voilà, ça lui a permis peut-être d'aller dans un camp où c'était un petit peu moins difficile. Et ce caractère rebelle, elle l'aura aussi, elle l'avouera dans une interview dont je vous parlais tout à l'heure en Normandie, dans sa maison en Normandie, où elle disait, pour la première fois, que pour survivre au camp, il fallait sans doute être plus dur que les autres. Et elle avouait finalement ce caractère aussi qu'elle avait, parce que sa mère était malade, elle volait des épluchures à d'autres déportés. Il fallait, voilà, c'était quand même aussi chacun pour soi. Et pour pouvoir sauver sa mère, elle l'aidait à récupérer comme ça un petit peu de nourriture de part et d'autre, à voler des épluchures à la cuisine, à travailler à la cuisine justement pour pouvoir lui apporter un peu de nourriture. Donc ce caractère, effectivement, elle le dit elle-même, c'est peut-être ce qui l'a sauvée. C'est aussi après ce caractère qui va lui permettre de s'opposer à tous les grands fauves de la politique, parce qu'elle est complètement nouvelle en politique, notamment aux élections européennes de 1979. Vous vous rappelez des débats avec Jacques Chirac, avec Georges Marchais, avec François Mitterrand. Elle se retrouve quand même face à 3 personnes extrêmement redoutables et qui se moquent d'elle ouvertement. On se souvient de ce fameux débat au mois de juillet, juste avant les élections, où Jacques Chirac plaisante, même s'il la connaît très bien, ils étaient très amis dans la vie. Il se moque ouvertement d'elle, et lorsqu'elle se trompe un tout petit peu, parce que c'est vrai que Simone Veil n'était pas très forte en discours, elle bredouillait un petit peu, donc il se moque vraiment d'elle, et ils la prennent vraiment pour quelqu'un qui n'a rien à faire là. Et on sent dans les débats que ce caractère rebelle va l'aider, elle va s'opposer à eux, elle ne va pas avoir peur de les contredire, et finalement c'est elle qui va gagner les élections, ce qui va vexer Jacques Chirac, qui ne l'appellera plus pendant plusieurs mois. Donc voilà, ce caractère, elle l'a, et puis on l'a vu après dans ses combats, dans son combat même à Sarajevo, même pour... elle va porter toutes ces causes-là. Elle s'est opposée à Jean-Marie Le Pen, elle était assez dure dans ses propos, et lorsque quelque chose ne lui plaisait pas, ou lorsqu'elle souhaitait que le droit soit appliqué, eh bien, elle n'hésitait pas à le dire finalement. Elle était extrêmement franche, elle disait ce qu'elle pensait. Et c'est quelque chose, disent tous ses amis, qui a beaucoup manqué lorsqu'elle s'est retirée de la vie publique et de la politique. Et Antoine Veil, effectivement, moi, je voulais qu'on parle un petit peu d'Antoine Veil, parce que lorsqu'il va comprendre que sa femme, que c'est pas lui qui deviendra
l'homme politique, c'est lui qui ne pourra pas être élu et autres, qui va voir sa femme effectivement commencer à devenir ministre, voire avoir quelques succès et autres, il va s'engager totalement derrière elle. Donc ça va être... c'est beau pour un époux de s'appeler monsieur, monsieur, madame Veil. Donc on voit, surtout dans les années 70 et 75, on voit relativement, aujourd'hui ça paraît courant, mais hier effectivement c'était un petit peu exceptionnel. Et ça, il faut lui rendre hommage. C'est vrai. Alors tout d'abord, il faut dire que c'est une histoire d'amour de 63 ans quand même. Ça a été le grand amour de sa vie. Et effectivement, il a eu cette intelligence quand même de la laisser passer devant en se disant que voilà, c'était son destin et qu'il devait être à ses côtés. Et il ne va jamais, jamais, jamais la quitter. C'est-à-dire qu'il va être son plus proche conseiller. Alors après, lui disait aussi que voilà, il lui proposait des choses, il en parlait avec elle, mais c'est elle qui décidait. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il l'appelait la mère Veil. La patronne, mais la merveille, c'est une jolie expression, la merveille. Voilà. Et donc il a été là tout le temps, il a été à ses côtés au moment de son discours au Parlement européen lorsqu'elle est élue, il est là en coulisses, il la soutient, donc voilà, il a continué lui aussi à être quand même dans les sphères de la politique, chef d'entreprise, etc. Mais c'est vrai qu'il a été toujours à ses côtés. Ouais. Finalement, malgré la vie difficile et les difficultés, c'est rien de le dire, elle garde foi en l'homme, elle garde foi en la justice et elle se battra jusqu'au bout pour la paix. Ça l'a forgé tout ça. Oui, alors on dit aujourd'hui que c'est un modèle de résilience aussi, c'est ça, parce qu'elle n'avait pas, comme elle le disait, elle n'a jamais pardonné aux nazis, mais elle avait quand même confiance en l'humanité et elle n'a jamais eu de ressentiment. Elle a transformé tout ça finalement dans ses combats. Et c'est vrai que son combat pour tous ses combats en fait, que ce soit son combat contre l'antisémitisme, que ce soit son combat pour les femmes, et son troisième combat qui était son combat pour la paix en Europe, c'est quelque chose de très important pour elle. Et c'est des combats qui sont aujourd'hui, ce qui fait aussi qu'elle a été aussi populaire, c'est des combats qui sont toujours d'actualité. Finalement, ces trois combats-là, c'est des combats qui sont remis en question tout le temps. Et pourquoi elle voulait que ce combat pour l'Europe, en tout cas ce qu'elle a fait au Parlement européen, même si c'était à ce moment-là, en 79, aussi quelque chose de plutôt honorifique, mais en tout cas c'était une position quand même importante, un symbole fort. Pour elle, c'était aussi de dire que ce combat pour la paix, c'était quelque chose qui pouvait être mis en question à tout moment. Sa plus grande peur, c'était que ce qu'elle avait vécu, elle, se reproduise un jour. Et c'était aussi la peur de Marceline Loridan. Marceline l'a souvent dit dans des interviews, elle a souhaité ne pas avoir d'enfant parce qu'elle ne voulait pas faire vivre à un enfant ce qu'elle avait vécu, elle. Et c'est vrai que Simone Veil, c'était un petit peu la même chose. Ce combat-là pouvait être mis en question lorsque on lui parlait des chambres à gaz, elle a souvent dit, mais que faut-il dire, que faut-il faire pour que tant d'années après, on dise encore ça. Donc c'est la remise en question des chambres à gaz, etc. C'est quelque chose qui l'a blessée profondément, mais ce combat pour la paix, elle l'a mené jusqu'au bout. Et au moment des élections européennes, elle a fait beaucoup de meetings avec la jeunesse. Elle a souhaité rencontrer des jeunes pour ça, justement, pour leur dire que qu'il fallait être vigilant, en fait, qu'il fallait être vigilant et que tout cela, l'histoire, pouvait effectivement se reproduire dans sa plus grande barbarie. C'est la question de la transmission dont parle Marceline à la fin de l'interview, finalement en disant nous on l'a vécu, on le dit et on l'a dit parce que sinon qui le dira et c'est vrai que les livres, les films, tout ça, tout ce qui peut sembler oui, c'est bon, on a dit, on a redit, mais non, parce qu'on arrive aujourd'hui à des générations de jeunes qui n'ont non seulement pas vécu, mais peut-être qui vont entendre de moins en moins. Voilà, c'est vrai, exactement. Et puis moi, à mon petit niveau, quand on me demande pourquoi j'ai souhaité écrire un livre ou faire un documentaire sur Simone Veil, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai fait le documentaire, elle n'était pas décédée. Mais je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui d'avoir fait témoigner Marceline aussi, de laisser une trace aussi de toutes ces personnes. Et mon plus grand plaisir aujourd'hui, c'est lorsque des gens viennent me voir en signature et des jeunes gens, des gens de 20 ans, 25 ans, qui ne connaissent pas du tout Simone Veil. Et quand je commence à leur en parler, achètent le livre. Et je me dis que finalement aussi, cette transmission, elle passe aussi par là. Et par cette jeunesse qui ne connaissait pas forcément Simone Veil. Mais c'est vrai que là, avec son décès, avec le Panthéon, on en a quand même beaucoup parlé. Et il y a pas mal de jeunes, de classes, de professeurs qui perpétuent aussi cette mémoire et cette transmission, ce travail de mémoire dont elle était si fière. Elle-même est allée souvent dans les écoles, Marceline y allait encore, et Ginette Kolinka, qui a quand même plus de 90 ans, continue à aller dans les écoles pour témoigner. Donc c'est vrai que ce sont un petit peu les derniers témoins de cette période. Mais voilà. On dit souvent qu'elle était une personnalité préférée des Français.
C'est vrai. En fait, elle est devenue personnalité préférée des Français dès la loi sur l'IVG. Au lendemain de la loi, elle est la ministre du gouvernement la plus populaire, ce qui agaçait beaucoup de ses confrères et sa consoeur. Voilà. Mais elle entre effectivement dans ce panthéon des personnalités préférées des Français et elle n'a jamais quitté les classements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, elle est la femme préférée, dans les personnalités préférées des Français, elle est la première femme. Mais ça s'explique effectivement par son histoire, par ses combats, parce qu'aussi c'était une femme politique, mais qui n'était ni vraiment de gauche, ni vraiment de droite, en tout cas qui a rassemblé, même si sa famille politique a été un moment au centre ou à droite. Exactement, peut-être, beaucoup disent ça, voilà. Donc voilà, elle a su rassembler les Français, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ses proches amis, ses amis du lycée, à Nice, que j'ai essayé de retrouver, que j'ai rencontrés, les amis qu'elle a connus avant la guerre, au scout, etc., et étaient très fiers et tous me disaient, mais Simone, pourquoi n'a-t-elle pas été présidente de la République? Alors ses enfants et puis d'autres personnes disaient qu'elle était trop rebelle pour ça, de toute façon pour appartenir à un parti. Elle a essayé plusieurs fois d'appartenir à un parti, ça s'est souvent mal passé. Donc elle en est sortie parce qu'elle était beaucoup plus libre hors d'un parti que dans un parti. Mais c'est vrai que cette popularité, elle vient de son histoire, elle vient de ses combats, elle vient du message qu'elle nous laisse, elle nous vient de cette résilience parce que voilà, chacun essaie de se reconnaître en elle, de ce qu'elle a vécu, et puis de ses combats, comme je le disais, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Moi, je voulais revenir aussi sur la transmission. Fabienne Liadzé en a parlé tout à l'heure un petit peu. On avait l'impression depuis, enfin moi je l'ai vu en conférence depuis à peu près 15-18 ans, elle était obsédée depuis les années 2000 justement par l'antisémitisme. L'antisémitisme, mais aussi la transmission de la Shoah. Et elle disait effectivement souvent, elle disait à son auditoire, qu'allons-nous devenir, que va devenir la Shoah après notre mort à tous. Et ça, c'était son grand combat. C'est pour ça que lorsque nous avons mis des plaques concernant les enfants juifs qui sont décédés dans les écoles à Issy-les-Moulineaux, on lui avait écrit, le maire lui avait écrit, et elle avait répondu tout de suite. Elle m'avait appelé, il y avait mon numéro de téléphone qui était dessus. Elle m'avait appelé, elle me dit, je viendrai. Finalement, elle n'est pas venue, elle a envoyé M. Klarsfeld, mais effectivement, tout de suite, elle réagissait effectivement à cette transmission. Et ça, on a l'impression depuis à peu près 15-18 ans, peut-être qu'elle vieillissait, peut-être aussi le flux de l'antisémitisme qui revenait un petit peu en France, elle avait cette obsession de... Non mais vous avez raison, et puis en 80, avec le terrible attentat de la rue Copernic, elle a vu aussi, qui a frappé des juifs, elle a vu aussi que l'antisémitisme pouvait frapper le cœur de l'Europe, et elle ne s'y attendait pas à ce moment-là. Donc elle avait cette peur effectivement que réapparaissent les pires moments de l'histoire, et c'est vrai qu'elle avait à cœur de transmettre. Il y a plusieurs périodes comme ça dans sa vie, ce qu'on raconte aussi dans le documentaire, et effectivement à cette période-là, après les années 2000 aussi, quand elle s'est retirée de la vie publique, un peu plus tard, son combat, le combat de sa vie, le combat de la fin de sa vie, c'était vraiment cette transmission de la mémoire dans le cercle familial, et puis bien au-delà, en direction des jeunes, et c'est vrai que c'était sa plus grande préoccupation. Vous le disiez tout à l'heure, elle était résolument tournée vers sa famille. Toutefois, elle ne parle pas ou peu souvent de son père et de son frère. Oui, alors elle en a parlé, mais c'est effectivement, c'est important d'en parler, vous avez raison. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sa famille, comme vous le disiez, c'était son jardin secret. Et elle qui est rentrée finalement orpheline des camps, c'est pour ça qu'elle a eu ses enfants aussi assez vite, elle a voulu se créer une famille. Et moi j'ai trouvé l'image il y a quelques semaines au Panthéon, cette image extrêmement belle d'elle qui entre au Panthéon aux côtés de son mari Antoine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image où il y a toute sa famille derrière elle. Elle a eu une grande famille puisqu'elle a eu 3 enfants, dont l'un est décédé. Elle a une dizaine de petits-enfants, donc 2 enfants et une dizaine de petits-enfants. Et de les voir tous entrer au Panthéon, c'est quand même très très beau, elle qui est rentrée orpheline des camps, qui était vraiment toute seule. Et c'est vrai que sa famille, elle a recréé cette famille avec ce jardin secret finalement qu'elle voyait toutes les semaines. Elle a tenu jusqu'à la fin de sa vie à recevoir sa famille. Ça a été tous les samedis, puis tous les dimanches, le déjeuner familial. Avec elle au centre de la table, son mari en face, et comme elle le disait, ses enfants et ses petits-enfants un petit peu en orbite comme ça autour de la table. Elle avait besoin de les retrouver. Et c'était quelque chose de très cérémonial, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ces moments-là, pendant le samedi ou le dimanche, pendant ce déjeuner, à un moment donné, elle se retirait comme ça de la table familiale et elle s'enfermait dans sa chambre. Parce que la chambre, c'est le lieu où, petite, elle retrouvait sa mère qui se mettait comme ça sur le lit avec ses 3 filles, avec ses 3 filles et son fils, mais surtout les 3 filles.
Et Simone Veil a souhaité reproduire ça. Alors elle n'a pas eu de fille, à son grand regret. Elle a eu 2 garçons. Elle l'a toujours regretté, mais c'était ainsi. Donc elle a été très proche de ses belles-filles et de ses petites filles. Et ce qu'elle faisait, c'est que lors de ses déjeuners, elle se mettait sur son lit, ce lit où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Elle aimait, bon bien sûr, y dormir, mais elle aimait regarder la télé sur son lit. Elle aimait lire sur son lit. C'est là qu'elle a écrit son discours de 1974, sur son lit. C'était finalement une sorte de cocon, comme ça, où elle pouvait se retrouver. Et dans ce lieu, elle recevait à tour de rôle en fait ses belles-filles et ses petites-filles pour des confidences, pour leur demander comment s'était passée leur semaine, pour qu'elles racontent des petits secrets comme ça entre filles. Donc ça, c'est quelque chose voilà, de très très important dans sa vie. C'est un petit peu l'aspect qu'on connaît moins d'elle parce que ça fait partie de la sphère privée, mais ça dit beaucoup de choses d'elle. Et c'est vrai que son père et son frère étaient comme ça, dans la chambre, en fait, pour vous dire, autour du lit, il y avait des photos de toute sa famille. Et elle avait des portraits de tous ceux qui ont disparu, donc effectivement, sa sœur Denise, qui était résistante, qui est rentrée vivante, mais qui est morte il y a quelques années, sa sœur Milou, qu'elle a perdue en Allemagne, sa mère, évidemment, et puis il y a son père et son frère. Et effectivement, ce sont 2 personnes qui ont été très importantes dans sa vie, et qui ont été une blessure jusqu'à la fin extrêmement importante, parce que lorsque Simone Jacob est arrêtée, en fait, bon, vous connaissez l'histoire, elle était cachée dans une famille de professeurs du lycée, elle a arrêté d'aller au lycée à un certain moment, puisque beaucoup de jeunes filles de sa classe ont été arrêtées, donc nous sommes effectivement en 1943-44, ça devient très compliqué à Nice au lycée, donc la directrice du lycée convoque sa mère et lui demande de garder sa fille à la maison. Donc Yvonne Jacob va cacher Milou et va cacher Simone dans 2 familles dans le même immeuble. Et Simone Jacob se retrouve dans une famille de professeurs du lycée, une de ses professeurs de français, de la famille Villeroy, qui est descendante des célèbres porcelainiers, et qui va lui donner des cours particuliers. Sauf qu'après, évidemment, Simone doit passer le bac quand même au lycée pour avoir son bac. Donc le jour du bac, elle est bien obligée d'aller au lycée. Elle est très inquiète parce qu'elle passe le bac sous son vrai nom, Simone Jacob, alors qu'elle a de faux papiers, mais le rectorat a encore son vrai nom. Donc elle passe les épreuves toute la journée en tremblant. Elle ne sera pas arrêtée et ce n'est que le lendemain, alors qu'elle se promène dans Nice parce qu'elle ne peut pas résister à l'idée de retrouver ses amis pour fêter la fin des épreuves. Elle va être arrêtée dans une rue par une patrouille de la Gestapo, emmenée à l'hôtel Excelsior qui va l'emmener à Drancy, et puis on connaît la suite, et Auschwitz. Et donc, en fait, elle se retrouve arrêtée et elle arrive à Drancy. Lorsqu'elle arrive à Drancy en avril 1944, elle est avec sa sœur et sa mère. Et puis, d'un seul coup, en fait, elle retrouve son frère à Drancy, parce que son frère a ensuite été arrêté, son père le sera, mais elle ne croise plus son père. Son père, elle ne l'a jamais revu. Mais lorsqu'elle croise son frère lui explique en fait qu'on propose à Drancy à des jeunes garçons de partir travailler. Alors on ne sait pas vraiment quoi. Voilà, donc Simone lui dit mais pars parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir, personne ne sait ce qu'on va devenir. Donc il faut que tu partes, profites-en. Voilà. Donc finalement, elle le pousse un petit peu à partir. Il y a un moment comme ça très fort où elle lui dit au revoir et elle ne le reverra plus jamais. Donc toute sa vie, elle a eu la culpabilité de l'avoir envoyé finalement à la mort, parce qu'elle ne le reverra jamais, elle ne retrouvera jamais son père non plus. Et toute sa vie, elle s'est toujours demandé où ils étaient partis. La première réponse, le premier indice est venu de Serge Klarsfeld, qui un jour, en 1975, vient la voir dans son bureau du ministère, parce qu'il a établi une liste extrêmement précise. C'est lui qui a fait ce premier travail de mémoire, où il a établi une liste de tous les convois, avec les noms. Il a essayé de retrouver tous les noms qui correspondaient à tous les convois, à tous les numéros de convois. Et il a retrouvé le nom de son père et de son frère dans un convoi, qui est le convoi 73, qui est parti de Drancy, effectivement, vers les pays baltes. Sauf qu'on ne sait pas du tout s'ils se sont arrêtés à certains moments, s'ils ont été fusillés. Il y a un groupe de Français qui avait écrit sur une pierre comme ça, nous sommes 108 Français. Voilà. On ne saura jamais. Il y a eu des survivants de ce convoi, il en reste un aujourd'hui, qui ne sait pas s'il les a vus ou pas. Donc voilà, toute sa vie, elle s'est demandé où ils étaient partis. Elle s'est rendue plusieurs fois en tant que ministre de la Santé, justement, en Lituanie, en Estonie. Elle a essayé, elle a profité de moments comme ça un petit peu publics, de cérémonies, pour essayer de retrouver leurs traces. Elle n'y est jamais parvenue. Et ça, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle elle n'en parlait presque jamais, parce que c'était une douleur extrêmement difficile pour elle. Et c'est très difficile de faire un deuil quand on ne retrouve ni un corps, ni si on n'a ni un corps, ni une tombe sur laquelle se recueillir. Donc c'était une très très grande blessure, et Jean Veil et Pierre-François Veil
me l'ont confirmé, et même eux en parlaient très très peu. Et quand elle est rentrée des camps, il y a quelque chose de très beau. Enfin, c'est une anecdote qui est assez triste et très belle, je trouve, mais qui est assez tragique. Lorsqu'elle est rentrée des camps, elle a fait un pacte en fait avec ses sœurs, avec Denise et avec Milou, et elles se sont dit que la première des trois qui aurait un enfant lui donnerait, si c'était un garçon, lui donnerait le prénom de ce frère disparu qui s'appelait Jean. Et donc Jean Veil, pour l'anecdote aujourd'hui, porte, puisque c'est Simone Veil qui a eu la première un enfant, un garçon, Jean Veil aujourd'hui porte le prénom de ce frère disparu. Donc c'est un héritage aussi assez lourd à porter pour lui, il en parle assez peu, mais voilà, c'est le prénom en fait de ce frère qu'elle aimait tant et qu'elle a envoyé malgré elle à la mort. On voit on parle du caractère de Simone Veil, on parle aussi de la parole qui a été cadenassée, et il y a dans un documentaire que vous avez très bien résumé dans votre film aussi, qui est à un certain moment, lorsqu'elle devient une femme politique, on la voit un petit peu au milieu de tous ces hommes un petit peu arrogants, manier la truelle, et elle dit « je sais très bien manier la truelle, et j'ai fait ça pendant la guerre », mais avec un aplomb, une vérité qui stupéfie un petit peu quand on connaît son passé d'ailleurs. Oui, en fait, elle était ministre de la Santé, nous sommes en 1976 à peu près. Elle est invitée à inaugurer un hôpital, donc elle doit poser la première pierre d'un hôpital. Donc on la voit sur les images d'archives, elle est ministre de la Santé avec son manteau, etc. Elle arrive à l'inauguration. Et le préfet, alors qu'elle est en train de manier la truelle et de mettre un peu de ciment comme ça, lui dit « Oh là là, vous maniez bien la truelle !» Et elle répond très sèchement « Oui monsieur, j'ai fait ça en déportation, c'était mon métier. » Et elle est partie. C'était très maladroit de la part du préfet qui quand même se doutait qu'elle... Bon, il a peut-être fait le rapprochement voilà, avec ce qu'elle faisait à Auschwitz, mais effectivement à Auschwitz, elle construisait effectivement elle maniait la truelle, le ciment pour construire des baraquements et puis cette fameuse rampe qui emportait les députés directement les déportés directement aux chambres à gaz. Donc voilà, c'était aussi son franc-parler et elle avait une sacrée répartie, mais c'est quelque chose qui l'a profondément blessée, donc elle aimait rappeler un petit peu à chaque fois d'où elle venait et quelle était son histoire. Je ne sais pas s'il y a une autre anecdote que vous voulez évoquer peut-être avant qu'on puisse on va donner la parole. En tout cas, c'est vrai qu'avec son histoire, avec le livre que vous avez écrit, avec les films qu'on a pu voir et en tout cas celui sur lequel vous avez travaillé aussi, on voit l'importance, comme on disait tout à l'heure, de ces questions de transmission. On dit souvent assez facilement se souvenir d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. C'est une phrase qu'on peut dire comme ça. Et pour revenir au cœur de notre sujet des entretiens d'ici en règle générale, on réfléchit souvent à la manière dont la petite histoire et la grande histoire se mêlent et s'entremêlent et comment finalement la vie privée, la vie publique et les histoires s'entremêlent. Pour vous donner un petit témoignage peut-être personnel, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Moi, je viens d'une famille d'origine arménienne. Mes arrière-grands-parents qui ont fui le génocide n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais voulu s'exprimer sur ce sujet-là. Leurs enfants non plus, ce sont les petits-enfants, et vous en parliez tout à l'heure, qui ont commencé à poser des questions, à essayer de comprendre, à essayer de voir avec eux et de faire quelques recherches, etc. Et en tout cas, au-delà des histoires familiales que peuvent avoir les uns et les autres, il est essentiel de pouvoir avoir une connaissance commune. On parle beaucoup d'Europe aujourd'hui. Alain, tu pourras nous en parler puisqu'on va avoir des événements dans les jours et semaines à venir. On est quand même sur des sujets qui sont importants et comme on disait tout à l'heure, les livres, les films, tout ce qui peut en tout cas faire savoir, faire comprendre sont essentiels. Merci de parler d'Europe, parce qu'effectivement, nous rentrons dans des conversations citoyennes pour demander aux gens ce que nous pensons effectivement de l'Europe. Pas forcément des bénis oui-oui, mais des gens, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe, mais aussi d'une manière négative, et qu'est-ce que vous voulez améliorer sur l'Europe. Alors, nous avons 3 conférences. Il y en a eu une le lundi 17 septembre, on en aura une autre le mardi 27 septembre, et on en aura une dernière sur le 16 octobre, sur différents sujets, le numérique, la sécurité alimentaire, etc.
toutes ces réflexions seront compulsées au ministère de l'Europe, qui ensuite seront envoyées au Parlement européen. Tout ça, c'est pour que le 14 décembre, M. Donald Tusk, le président de la Commission, en parle à tous les chefs d'État et dise voilà les sujets sur lesquels nous avons nos pays, nos citoyens en ont parlé. Mais je me souviens effectivement à cette même table, nous avions il y a à peu près un an, justement dans le cadre des Fêtes de l'Europe, Madame Nicole Fontaine, qui était aussi ancienne présidente du Parlement européen. Et une personne lui a posé la question et elle a répondu. Et elle a répondu que si elle avait voulu être elle aussi présidente du Parlement européen, c'est parce que Simone Veil l'avait été. Et elle avait même appelé Simone Veil pour lui poser effectivement des questions. Comment est-ce que je peux faire si je suis, enfin quand je serai présidente du Parlement européen, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux me comporter? Et ça c'est très 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 important, ce côté d'avoir deux femmes françaises au sein du Parlement européen, mais aussi son engagement européen qu'avait Simone Veil, mais que nous avons aussi dans notre pays. Peut-être qu'on peut vous donner la parole, si vous avez quelques questions, quelques compléments d'informations à demander. L'actualité de Simone Veil, Oui. elle est encore nouvelle, puisque au Panthéon, ces tableaux ont été tagués. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces comportements qui montrent encore que l'antisémitisme est là, vivant, cruel, avec toutes ces nouvelles qui nous assaillent et qui nous accablent? Oui, effectivement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose de très vivant encore, puisque la concernant elle directement, puisque vous savez que quand elle a porté ce combat pour l'interruption volontaire de grossesse, elle a reçu de nombreuses insultes. Il y avait même des croix gammées dans le hall de son immeuble. Il y a eu des croix gammées même sur le bouton de son ascenseur qui montrait l'étage, le bouton avec le chiffre numéro 2. Et l'une de ses belles-sœurs, en fait, quand elle venait chez elle, l'effaçait pour que Simone Veil ne le voie pas. La croix gammée réapparaissait, elle l'effaçait, ça réapparaissait sans arrêt. Et ces enfants m'ont raconté qu'effectivement, lorsque, jusqu'à très récemment, mais jusqu'à encore maintenant, c'est pour ça que finalement, c'est malheureusement, ça ne m'a pas beaucoup étonnée, c'est que lorsqu'on parle de Simone Veil, au moment de son décès, lorsqu'on reparlait d'elle, lorsque moi j'ai réalisé mon documentaire, ces enfants m'ont dit qu'ils étaient ravis, ils étaient contents qu'on parle de leur mère, mais ils m'ont dit attention, on se prépare, nous allons recevoir des lettres d'insultes. À chaque fois qu'on parle d'elle, à chaque fois qu'un livre sort, à chaque fois qu'on reparle d'elle, ils reçoivent à domicile des lettres d'insultes. Et lorsqu'elle est entrée à l'Académie française en 2010, il y avait en face de l'Académie française, sur le quai juste en face, des banderoles avec pas d'avorteuse à l'Académie et puis des paroles antisémites aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient inlassablement, ce qui est assez étonnant. Voilà. Donc elle, de son vivant, elle l'a vécu. L'une de ses secrétaires cachait des lettres pour qu'elle ne les voie pas toutes, mais elle en a eu conscience longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, même au moment de son entrée au Panthéon, ses enfants ont reçu des lettres d'insultes. Donc voilà, malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler... Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous nous parler du milieu dans lequel Simone Jacob a évolué et les valeurs de son milieu? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très important parce que Simone Jacob donc, est née dans une famille laïque, une famille juive, mais laïque. C'est quelque chose de très important puisque ses parents tenaient beaucoup à ça. Famille d'intellectuels, son père était architecte. Elle est née à Nice en 1927, son père était architecte et comme je le disais tout à l'heure, sa mère avait fait de brillantes études de chimie, ce qui était assez rare à l'époque. Mais elle n'a pas pu travailler puisque son mari l'en empêchait en lui disant que de toute façon, il pouvait très bien faire vivre la famille. Voilà. Mais famille juive laïque. Et lorsqu'elle rencontre Antoine Veil, ce qui a été ce qui l'a beaucoup touchée en fait lorsqu'elle l'a rencontré, c'est qu'Antoine Veil venait d'une famille, pareil, de famille intellectuelle, famille juive, laïque également, et famille de musiciens. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui était très important pour elle. Elle avait l'impression d'avoir un petit peu le miroir de cette famille qu'elle-même avait perdue. Elle a retrouvé avec la famille d'Antoine Veil, finalement, la famille qu'elle avait petite.
Mais ce côté laïque est très important pour elle, parce qu'on lui a souvent reproché, lors de voyages en Israël ou autres, voilà, de favoriser, en tout cas de voir les choses avec un prisme, quelquefois avec le prisme de la religion ou autre, et ce n'était pas le cas. Alors même si elle a souhaité que le Kaddish soit dit sur sa tombe, elle tenait beaucoup à cette laïcité, et c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans ses combats politiques. La laïcité et la France étaient au-dessus de quelque caractère religieux que ce soit. Mais c'est vrai que cette famille laïque, c'est important, puisque même une de ses cousines, à un moment, lorsqu'elle avait 8 ans, l'a emmenée à la synagogue, et elle s'est fait réprimander par son père. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Une autre question ? Alors, pour être dans le futur, est-ce qu'il y a une femme qui actuellement porte les couleurs de Simone Veil, et est-ce qu'elle a une action, est-ce qu'il y a une femme qui pourrait prolonger le travail de... Mais c'est toute la question. Et je crois que s'il y a eu autant d'émotions aussi en France au moment de son décès et au moment de son entrée au Panthéon, c'est que dans ce qu'on entendait, dans ce que la France disait, dans ce que les Français disaient, c'est qu'après elle, c'était quand même une page qui se tournait aussi. Parce qu'une femme politique, avec ce caractère-là, avec cette force de caractère, avec ce modèle finalement, et elle est devenue une vraie icône, une icône française, et bien après elle, personne ne voyait vraiment qui pourrait prendre sa place. Beaucoup de femmes, on l'a vu au moment de son décès, même des femmes politiques, se sont réclamées un petit peu de ses combats ou de sa famille politique, mais voilà, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, je ouais, n'ai pas c'est difficile, la connaissance du ouais. milieu comme vous. Exactement. Et puis en fait, vous avez tellement étudié Simone Veil que vous êtes à même de nous expliquer si vraiment... Moi, je pense qu'il n'y en a pas, mais il y en voilà. a une qui puisse s'arroger le droit de porter Exactement. ses idées. Il y a des parcelles, disons qu'il y a des femmes qui essayent, qui tentent, et puis certaines prolongent ses combats, ça c'est important, dans différents domaines, mais quelqu'un qui rassemble comme ça autant, et qui soit un vrai modèle de résilience, quelqu'un qui a traversé le siècle, parce qu'elle portait aussi la mémoire de la France. C'est ce qui nous a touchés aussi en elle. C'est une femme qui a traversé le siècle et qui portait finalement aussi notre histoire. Donc ça, on perd aussi avec elle une partie de notre histoire. À une certaine époque, pour assurer sa légitimité, je crois que c'était Rachida Dati, ministre de la Justice, qui avait dit « Ma Elles robe se sont a fâchées été après. offerte, Oui, exactement. Elle portait ça. Non, c'est vrai. Elle était allée la voir pour lui parler de ce qu'elle voulait faire, de son souhait d'être avocate. Mais bon, c'est un sujet un peu sensible pour les enfants, puisqu'elles se sont fâchées après. Donc voilà. Bon, elles avaient toutes les deux des caractères aussi peut-être assez forts, donc elles se sont pas très bien entendues. Mais Rachida Dati a la robe d'avocate de Simone Veil, c'est vrai. Moi, j'ai une question à vous poser, si vous permettez. C'est sur... je profite aussi que ma collègue ait parlé un petit peu de l'Arménie, parce que on a souvent dit que Simone Veil elle voulait garder la spécificité de la Shoah. Et on l'a souvent opposée en disant qu'elle refusait de reconnaître le génocide arménien, ce qui n'est pas vrai. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Parce qu'elle tenait à dire que la Shoah était une spécificité de l'histoire. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer. Sur le génocide arménien, peut-être que vous saurez répondre plus que moi, mais sur la spécificité de la Shoah, oui. Oui, après, c'était vraiment son combat, c'était la genèse de son combat. Donc oui, mais après, elle l'a jamais opposé non plus à d'autres combats, ou elle ne l'a jamais comparé à d'autres combats. Ça, c'est sûr que c'était quelque chose d'important pour elle, parce que c'est vrai que plusieurs personnes lui ont quelquefois reproché ça. Mais ce qui comptait pour elle, c'était finalement les droits humains, et c'était ce qu'elle souhaitait en étant avocate. Donc c'était faire respecter les droits de l'homme, enfin l'homme avec un grand H, l'homme et la femme, mais en aucun cas la Shoah spécifiquement pour justement elle qui était laïque aussi justement. Non, mais il n'y avait pas à comparer les atrocités. Enfin, voilà. Je veux dire, de toute façon, c'était... Mais c'est vrai que certains le lui disaient, ouais. Il y avait une question? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Agnès Buzyn, qui est notre actuelle ministre de la Santé et qui a été l'ex-belle-fille de Simone Veil, vous a-t-elle fait quelques confidences, si toutefois vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec elle sur justement la personnalité de Simone Veil?
Alors, je n'en ai pas parlé directement. En fait, elle m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle avait lu le livre et elle m'a parlé de ça. Mais c'est vrai qu'elle est assez pudique avec ça, parce que je pense qu'elle veut éviter aussi la comparaison, donc elle ne souhaite pas, elle n'a jamais mis ça vraiment en avant, c'est plutôt les journalistes qui l'ont spécifié, elle s'en est jamais vraiment réclamée. Lorsqu'on l'a interviewée pour France 2 au Panthéon, justement, elle n'a pas souhaité vraiment s'exprimer sur le sujet. On l'a vue très émue sur les images, moi j'étais dans la cour des Invalides lorsqu'il y a eu l'hommage de la Nation, elle était avec la famille, et elle était extrêmement émue, et c'est vrai que ce qui est très troublant, c'est qu'elle prolonge finalement ses combats et qu'elle lui ressemble aussi physiquement. Il y a une vraie ressemblance physique, donc c'est pas évident pour elle non plus d'arriver après Simone Veil voilà, mais elle en est très fière évidemment, et puis elle a aussi ce qui est très touchant aussi, c'est que au moment du mobilier, enfin au moment où elle devait choisir un bureau au Mobilier National, vous savez, vous avez dû voir ça dans un reportage, on a fait un reportage là sur France 2 il y a quelques jours. Elle a choisi un bureau, enfin une table, et elle a appris seulement après que c'était un meuble qui était dans le bureau de Simone Veil à l'époque. Donc c'est marrant, il y a des correspondances quand même étranges, mais elle met pas, voilà, elle ne se revendique pas du tout de Simone Veil, et elle est plutôt très pudique avec ça. Mais c'est ce qui fait aussi, je crois, ce qui caractérise cette famille, c'est-à-dire que ce sont une famille extrêmement pudique. C'est voilà où on ne parle pas beaucoup, on n'exprime pas les choses de façon ostentatoire. C'est une famille extrêmement pudique, hein. Moi, quand j'ai fait le documentaire, j'ai mis très longtemps à parler avec eux. Ils ont mis très longtemps à me faire confiance. Ils ne m'ont rien donné au départ, et puis plus j'avançais dans mon travail, plus j'essayais de les rassurer, de leur expliquer ce que je faisais, sans qu'ils n'aient de regard sur mon travail du tout, puisque en étant journaliste quand même, je ne souhaitais pas qu'ils interviennent. Mais petit à petit, ils m'ont fait confiance, ça a pris beaucoup de temps, et ils m'ont petit à petit livré des photos, donné des vidéos aussi, où on voit une Simone Veil très différente de celle qu'on a l'habitude de voir, puisqu'on la voit les cheveux détachés, en voyage à Venise pour les 60 ans où sa famille lui fait une surprise. On la voit sur les genoux de son fils, l'entourant avec ses bras, comme on dit tout à l'heure, elle qui refuse la promiscuité, qui ne supportait pas qu'on la touche, elle est très tendre, on la voit sur ces images très tendre avec ses enfants et ses petits-enfants, et on voit une Simone Veil dans l'intimité qui, comme je le disais, a les cheveux complètement lâchés, qui est en vacances et qui est très très différente de l'image qu'elle donnait en public. Justement, quand le documentaire est passé pour la première fois sur France 2, est-ce que vous avez eu des courriers, des appels, ou comment a été Oui, alors j'ai eu beaucoup de messages évidemment de la famille, les petits-enfants qui dans le documentaire avaient beaucoup hésité, parce que là, dans l'extrait aussi que vous avez vu, c'est la première fois que ces petits-enfants parlaient publiquement. Ils ne s'étaient jamais exprimés sur leur grand-mère. Et ils ont beaucoup hésité avant de parler, donc ils m'ont fait confiance et je les remercie encore aujourd'hui. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est alors lors de la première diffusion, mais surtout au moment de son décès, où il y a une de ces petites filles qui m'a envoyé un message en me disant « Plus que jamais, je suis heureuse d'avoir témoigné pour ma grand-mère ». C'était une façon aussi de laisser un témoignage. Mais je sais qu'elle n'a pas vu le documentaire parce que Jean Veil, elle était très fatiguée déjà à l'époque. Et Jean Veil et Pierre-François Veil ont hésité, ils n'ont pas voulu lui montrer en direct. Après, ils m'ont demandé le DVD, ils ont hésité à lui montrer, ils ne lui ont pas montré parce qu'ils ont eu peur que justement tous ces moments où on parle d'antisémitisme, ces lettres, etc., réveillent des souvenirs douloureux, la perte de sa mère, la perte de sa sœur, de son père, de son fils aussi. Donc c'était des choses, ils avaient peur que ça lui fasse un choc et que ça réveille des choses un peu trop difficiles. Donc je sais qu'elle ne l'a pas vu, et je pense que c'était aussi peut-être une bonne chose. Une question ? Oui. Je travaille au ministère des Solidarités et de la Santé. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a une exposition sur Simone Veil. Tout à fait, oui. Je vous invite à aller voir, c'est jusqu'au 15 octobre, donc vous avez encore un petit peu de ouais, temps. Ouais. Cette expo, elle est très intéressante parce qu'elle reprend vraiment les passages, parce que Simone Veil a été ministre aussi de la ville. Elle a fait d'autres choses, effectivement, que la loi sur l'avortement, et qui est effectivement une loi qui l'a beaucoup portée. Mais du coup, on voit vraiment Simone Veil sous un autre aspect, et tout ce qu'elle a fait, donc solidarité, santé et politique de la ville. Et donc, il y a un film qui est très intéressant. C'est vrai qu'il faut le regarder du début à la fin. Il dure 1 heure à peu près. C'est des témoignages de gens qui ont travaillé avec elle, mais sous l'angle de chaque, on va dire, chaque loi qu'elle a pu porter.
Et moi, j'ai redécouvert des choses, je ne me rappelais pas de choses qu'elle avait faites, notamment sur la famille. Les prestations, l'allocation parents isolés, c'est elle qui l'avait mise en place. Je suis assistante sociale, mais je n'avais pas le souvenir. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et puis après, il y a des photos d'elle. Mais je vous invite à y aller parce que vraiment, c'est une expo très intéressante. Merci, voilà. Bravo. Au ministère des Solidarités et de la Santé. Oui. C'est 14 avenue Duquesne, dans le 7e. Oui, il y a une question là-haut. Oui, vous avez mentionné le fait qu'elle aimait parler avec les jeunes en dehors de ses petits-enfants. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et les messages finalement qu'elle portait à ces jeunes et comment elle arrivait à les convaincre ou à les sensibiliser? En fait, alors il y a eu plusieurs choses, effectivement. Il y a ce côté où elle voulait les convaincre, les sensibiliser au sens de l'histoire. Ça, c'est lorsqu'elle a fait campagne pour les élections européennes en 79. Elle a fait le tour de France. Elle demandait effectivement que dans les meetings, elle demandait à s'adresser particulièrement aux jeunes, comme je le disais tout à l'heure, pour faire passer ce message de paix, parce qu'elle disait que c'était aussi eux les bâtisseurs de demain. Finalement, c'est eux qui allaient porter cette parole-là et qui allait concrètement essayer de faire en sorte que cette barbarie ne revienne jamais en Europe et en France. Et puis, il y avait dans l'autre sens, elle s'inspirait, elle avait envie de les écouter aussi et pour avoir le pouls de la société, pour savoir ce qu'ils pensaient, pour pas rester dans cette tour d'ivoire, effectivement, même lorsqu'elle était ministre, elle se déplaçait beaucoup, elle aimait sortir un petit peu incognito, même avec l'un de ses fils très souvent. Et elle aimait les entendre, donc elle les invitait chez elle, et là c'était lors de déjeuner, lors de dîner avec ses enfants, et voilà, et puis aussi avec ses petits-enfants. C'est vrai qu'elle aimait beaucoup prendre du temps pour eux, voilà, aller avec eux, lire, savoir ce qu'ils lisaient, elle allait acheter pas mal de livres pour eux. Simone Veil lisait beaucoup elle-même, hein, c'est passionnée de littérature, de musique, mais elle aimait savoir un petit peu ce que lisaient les jeunes, ce qu'ils écoutaient, et donc elle les recevait, et elle avait de nombreux petits-enfants, donc elle aimait beaucoup les écouter à tour de rôle. Elle disait souvent que son mari ne s'intéressait qu'à ceux qui avaient des bonnes notes, donc elle allait plutôt vers ceux qui étaient un peu, qui avaient plus de difficultés pour les écouter. Elle passait beaucoup de temps à écouter, ouais. Oui, moi j'ai une question qui ne relève pas tout à fait de Simone Veil intime, mais vous avez rappelé effectivement qu'elle a été présidente du Parlement européen, et en fait la première présidente du Parlement européen. J'ai trouvé que l'hommage, suite à son décès, il y a eu le Panthéon, et il y a eu avant les Invalides, avait manqué d'Europe. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, comme pour Helmut Kohl, à ma connaissance, son cercueil reçu au Parlement européen. Donc moi ça m'a un peu étonné. Je trouve qu'effectivement la dimension européenne, est-ce qu'elle est vraiment passée? Surtout que Simone Veil, représentant effectivement une rescapée de la Shoah, représente quelque chose qui pour elle, en fait tout cas, c'est vrai. De l'Europe. Oui. Pour elle, c'est vrai que c'était l'un des sujets les plus importants. Et d'ailleurs, dans son livre que vous avez peut-être lu, son autobiographie, Une vie, dans son livre, elle consacre plus d'un tiers de son livre à son combat pour l'Europe. Justement, elle en parle beaucoup. Elle s'étend beaucoup plus là-dessus que finalement d'autres moments de sa vie. Alors, c'est vrai qu'à Strasbourg, à Bruxelles, il y a eu quand même beaucoup de choses au moment de son décès. Il y a eu des hommages, mais peut-être qu'effectivement, au moment du Panthéon, c'était d'autres valeurs qui étaient plutôt mises en avant. Il y a eu quand même sur le parvis là, du Panthéon un hommage européen avec ces jeunes qui représentaient les étoiles du drapeau européen, etc. Mais peut-être qu'effectivement, on n'en a pas assez parlé à ce moment-là. C'est vrai. Non, oui, voilà. Ouais. C'est un combat toujours d'actualité, effectivement, parce que ça perçoit aujourd'hui l'Europe. Oui. Mais elle aimait souvent répéter, moi je l'ai entendu dans de nombreux meetings, quand elle parlait effectivement de l'Europe, enfin de nombreuses conférences, pardon, la chose qu'elle avait, c'est qu'elle disait l'Europe c'est la paix. Et elle s'adressait aux jeunes en disant l'Europe c'est la paix, il faut effectivement que vous cultiviez cette idée de paix. Après, on peut discuter effectivement des modalités, mais enfin, elle disait l'Europe, c'est la paix. Elle martelait ça en donnant des petits coups de poing sur la tribune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour l'information, en tout cas, qui complète la bonne connaissance de son action.
de ses actions. Mais c'est vrai, vous aviez raison, parce qu'on parlait de la loi Veil, effectivement, sur l'avortement, qui portait son nom. Et d'ailleurs, elle a souhaité que cette loi ne porte pas son nom, parce qu'elle ne voulait pas spécifiquement se mettre en avant sur ça. Mais comme vous le disiez, elle a fait beaucoup de choses pour le droit à la famille, pour l'adoption. Elle a aussi été une des premières, en tant que ministre de la Santé, au départ, à travailler sur une loi pour l'interdiction du tabac, en fait, de la cigarette. Et c'était assez amusant pour l'anecdote, parce qu'elle-même, qui fumait énormément. Oui. Quand elle était ministre de la Santé, qui lui ont dit quand même, vous exagérez, vous vous montrez en train de fumer, mais vous savez, vous connaissez les dégâts, parce qu'il faut savoir que Simone Veil lisait tous les courriers qu'elle recevait. Elle était très impliquée. Et donc elle a commencé à réfléchir, et effectivement, elle a arrêté de fumer, en tous les cas en public, on va dire. Oui. Et elle a fait arrêter de fumer pendant les conseils des ministres, ce qui était une révolution à l'époque, parce qu'il fumait beaucoup. Exactement, elle fumait beaucoup, et ce qu'elle faisait... Sur toutes les photos, on la voit au ministère, au début, elle a des Exactement, et ses collaborateurs disaient quand même, là, en public, c'est un peu compliqué, vous portez une loi qui parle du tabac. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle fumait quand même dans son bureau. Son fils me racontait qu'elle mettait les mégots dans un petit papier qu'elle mettait dans son sac à main, et elle jetait ça chez elle, pour pas qu'on voit qu'elle fumait au ministère. Moi, j'ai une petite question sur... Ah, pardon. Pour en revenir à l'Europe de Simone Veil, on en est bien loin maintenant, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Avec la façon dont les choses se passent, que dirait-elle, elle? Oui, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'au moment des élections européennes, tout récemment, beaucoup de personnes, et notamment ses enfants, disaient que sa parole manquait à ce moment-là. C'est vrai qu'on aurait aimé l'entendre, comme sur beaucoup d'autres sujets, au moment même d'élections présidentielles ou autres, tout récemment. Moi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur Simone Veil, académicienne. Elle a été élue à l'Académie française sans quasiment avoir écrit, enfin, elle a écrit un livre, mais c'est un peu étonnant de la part de puristes qui pensent qu'effectivement un académicien doit avoir écrit des livres très importants, des encyclopédies, des traités philosophiques. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose. Oui, c'est vrai qu'elle a écrit un livre, Une vie, son autobiographie, mais c'était aussi un symbole qui entrait à l'Académie ce jour-là. Elle est entrée, comme je le disais, en 2010 à l'Académie française. Et pour elle, qui refusait toutes les décorations, parce qu'elle a quand même refusé Légion d'honneur, etc., elle refusait tout cela, ça, elle l'a accepté. Parce que pour elle, c'était une fierté immense, parce qu'elle allait occuper le fauteuil de Racine. Et Racine, c'était l'auteur préféré de son père. Donc pour elle, c'était une façon aussi de faire entrer ce père disparu finalement à l'Académie, de faire entrer toute sa famille dans ce lieu symbole de la République, de la France, de la littérature, des lettres. Enfin voilà, c'est... venant d'une famille où on aimait les lettres, la littérature, pour elle c'était quelque chose d'important, et cette journée ça a été une journée forte en émotion parce qu'elle était déjà fatiguée, et il y avait toute sa famille réunie là. Il y avait les trois présidents de la République bien sûr, mais surtout toute sa famille était là, donc c'était une façon aussi de partager ce moment dans l'intimité familiale, et c'est vrai que c'était un moment fort. Elle a fait son discours, elle a reçu cette épée dont je parlais tout à l'heure, cette épée d'académicienne dont elle a elle-même choisi les symboles, qu'elle a fait graver par un sculpteur, et elle a choisi aussi, on a parlé de tous les symboles tout à l'heure, mais cette épée représentait un petit peu finalement tous ces combats. Pour elle, c'était aussi la Shoah qui entrait à l'Académie, comme la Shoah est entrée au Panthéon là tout récemment. Et elle a fait entrer finalement aussi ses amis de déportation, tous ceux qui étaient morts à Auschwitz, aussi dans ce lieu-là, donc c'était quelque chose de fort. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous me disiez, oui, j'ai oublié, pardon, le fauteuil de Racine, je ne sais plus ce que je voulais dire, bon, j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, voilà, c'était un moment très important pour elle, et qui aimait la littérature. Et oui, non, je voulais revenir au discours de Jean d'Ormesson, parce que quand même, je voulais vous lire, vous avez lu une petite partie du discours. Je voulais peut-être terminer en lisant ce très beau discours de Jean d'Ormesson, qui explique aussi pourquoi justement elle était une icône, et pourquoi elle est restée finalement l'une des personnalités préférées des Français. Cette admiration, vous la suscitez bien sûr vous-même, mais dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle. Du respect, de l'affection, une sorte de fascination. Beaucoup en France et au-delà voudraient vous avoir selon leur âge pour confidente, pour amie, pour mère, peut-être pour femme de leur vie. Ces rêves d'enfants, les membres de notre compagnie les partagent à leur tour. Aussi ont-ils choisi de vous prendre à jamais comme consoeur. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame.
Voilà, donc c'était un très très beau discours ce jour-là. Je voulais vous citer cette petite phrase de Jean d'Ormesson. Je ne sais pas si on peut aussi parler, enfin on a parlé de sa vie privée, alors je ne sais pas si c'est de la vie privée, mais il y a aussi eu des moments très sombres, évidemment, la Shoah et la perte de sa mère, et la perte, pardon, oui, aussi de sa mère, mais de sa famille, c'est la perte de son fils, qui est, on dit, vous savez plus que moi, que ça l'a profondément affecté, ça l'a véritablement plongé dans la vieillesse. Puis très peu de temps après, enfin quelques années après, elle perd son époux. Donc est-ce que tous ces événements-là, je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire sur le caractère effectivement de la fin de vie de Simone Veil. Oui, alors c'est vrai qu'elle a perdu son fils qui est décédé d'une crise cardiaque. Et pour elle, évidemment, c'était pas dans l'ordre des choses de perdre un fils à l'âge qu'il avait une quarantaine d'années. C'était un fils qui était médecin. Elle a eu 2 fils avocats, un fils médecin, et c'était un fils qui était un peu plus artiste, disons, que ses 2 fils avocats, avec qui elle aimait courir les galeries d'art, elle aimait aller voir des expositions, très souvent entre midi et 2, quand ils avaient un petit moment, voilà. Elle aimait aussi acheter avec lui des objets, parce qu'elle aimait chiner. Donc c'est avec lui qu'elle chinait, et son mari se demandait toujours pourquoi elle n'arrêtait pas d'acheter des choses. Donc elle disait souvent que c'était son fils qui avait acheté des choses. Elle mettait des choses en dépôt chez lui. Enfin, c'était assez rigolo. Et c'est vrai que ça a été une blessure effectivement assez difficile encore, parce que beaucoup de ses amis aussi m'ont dit, pour une seule personne, autant de drames dans sa vie, perdre autant de personnes, c'est quand même assez incroyable, à tel point que Jean Veil me confiait dans le documentaire là, qu'à un moment donné, Simone Veil, il me disait, à un moment donné, ma mère s'est demandé si elle ne portait pas malheur. Et je trouve que c'est une phrase terrible, qui est extrêmement forte, parce que voilà, elle a perdu effectivement beaucoup de personnes dans sa vie, ce fils, et puis son mari, ensuite en 2013, Antoine Veil. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a été compliqué pour elle, et c'est là où elle a commencé à être de plus en plus... disons, absente, on va dire, parce qu'Antoine Veil, à la fin de la vie de Simone Veil, c'est lui qui était très en forme, mais c'est lui qui la portait, c'est lui qui veillait jour et nuit sur elle. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit présent chez eux pour l'aider, donc il s'est aussi épuisé dans cette aide-là, et voilà, il est mort d'un AVC, alors qu'il était en pleine forme à ce moment-là. Donc c'était difficile aussi pour la famille, parce que c'était vraiment le pivot, et il était tellement important dans sa vie. Quand on partage la vie de quelqu'un pendant 67 ans, et bien le jour où il a disparu, effectivement, Simone Veil a été de plus en plus absente, et ça a été très difficile pour elle. Ils seront réunis effectivement pour l'éternité. Oui, c'est quelque chose de très beau, effectivement. Exactement. Oui, parce que c'était une demande de la famille. Ils n'envisageaient pas, aucun des 2 enfants n'envisageait de les séparer, de séparer ce couple si fort et qui avait vécu tout ensemble. Si vous n'avez pas d'autres questions, je veux vraiment vous remercier. Ça va, oui. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que ça vous a intéressé. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour votre accueil. Merci. Vous remercier d'avoir démarré ce cycle de conférences. Merci à vous. Vous êtes la bienvenue, en tout cas. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Je vous rappelle notre prochain rendez-vous. Le 11 octobre. Autour de Georges Clémenceau. Et je vous invite maintenant à remonter pour une séance de dédicace, si vous le voulez bien. Et puis autour d'un verre aussi, tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Ça vous allait ? Oui. On vous écouterait. C'est vrai que ça vous a plu ? Ah, bah super. Moi, j'ai encore 100 questions à vous Mais oui, poser, mais moi je peux rester toute la soirée. Non, mais merci beaucoup. Merci. Finalement, c'était bien tous les 2 aussi, exactement. Non, mais on a pu évoquer quand même presque tout, je pense. On a été assez complet. Moi, vous m'avez donné de l'émotion, parce qu'à un certain moment, quand on parle de Simone Veil, j'ai eu une forme d'émotion. Ouais, moi aussi, là, quand j'entendais Jean Veil qui avait les larmes aux yeux, là. Jean Veil, il avait. Là, moi, on voit pas, mais dans le documentaire, on a dû arrêter. Enfin, il pleurait. C'est lui qui est si redoutable, parce que moi, quand je l'ai vu, il me.